Eh bien, bonsoir Robin. Et bonsoir Et Cécile. je suis à nouveau contente d'être avec toi pour ce deuxième épisode C'est un du plaisir partagé. podcast de Robin Débrief. Comment tu vas depuis la dernière fois? Très bien, très bien, très bien. Et il s'est passé des tas et des tas de choses, il On me n'en parle semble. pas, beaucoup. Voilà. Donc ce soir, par contre, voilà. Oui. Alors on va faire un petit truc, c'est que tu as remarqué, je suis blonde. Oui. Je suis j'ai pas été très très bonne en histoire à l'école. Et là, eh bien pour ce nouveau podcast, on va dévoiler le thème tout de suite, qui est l'élection et le conseil municipal pour les nuls. Alors j'ai envie de dire pour la nulle, comme Non. ça, comme ça personne ne se sent visé, ok. Et alors je fais appel à celui qui donne des cours à l'université Oui. pour me faire comprendre en une demi-heure, eh bien, ce que sont les élections et le conseil municipal. Sans problème. Tu relèves le défi? Bah oui, on va y arriver. Ok. Eh bien, on va démarrer tout de suite sur l'importance de ce sujet, hein, n'est-ce Ouais. pas? Et que tout le monde puisse comprendre vraiment ce thème. Et ce que j'aimerais, c'est des mots simples. Ok? Promis. On va essayer de vulgariser un maximum. Ça va, mais ce je te sujet. dirai. Je te dirai quand je comprends rien, je te le dirai. Ah, tu me dis. C'est le Ok, but. c'est bon pour C'est que toi? ce soit intelligible pour tout le monde. Allez, on va attaquer tout de suite avec la campagne électorale. Et moi, je voudrais savoir, eh bien, comment on devient candidat. Alors, dans une élection municipale, tu n'es jamais candidat tout seul. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire Ouais. que quand tu élis un maire, tu ne l'élis pas que lui. Tu élis toute une liste de gens. Il y a un cas très particulier pour les communes rurales où c'est ce qu'on appelle du panachage, c'est-à-dire que tu coches les noms, etc. On va prendre plutôt l'exemple d'une ville comme Istres, hein, donc on a 45 000 habitants. Tu as 43 conseillers municipaux à élire. Donc quand tu te présentes à une élection, tu te présentes avec une liste de 43 noms, Ouais. avec une parité obligatoire homme-femme. C'est-à-dire que si le premier est un homme, le deuxième doit être une femme, le troisième un homme, et ainsi de suite, de manière Sur les paritaire. 43. Sur les 43. D'accord. Et inversement, si la première est une femme, le deuxième sera un homme, Homme. et le troisième une femme, et à nouveau, ainsi de suite. Donc voilà comment on est candidat. Donc tu déposes une candidature après la préfecture. Donc ça c'est plutôt 3 mois avant l'élection municipale, même si la campagne, en réalité, démarre bien avant. Elle démarre beaucoup de mois avant. Ok. Et alors, est-ce que ça a un coût? Si oui, combien? Et oui, ça peut coûter cher, une Ah campagne ouais? électorale. Ah oui, c'est... on va toujours prendre le même exemple d'Istres que Ouais. je connais bien. Pour une ville de 45 000 habitants, si tu veux, mon budget de campagne en 2020, c'était 45 000 euros. 45 000 euros? 45 000 euros. Ouais. Donc D'accord. après là-dessus, tu as un remboursement Ok. de l'État. Si tu passes le score de 5% des voix, Oui. l'État te rembourse à hauteur de ce qu'on appelle la moitié du plafond. Alors pour t'expliquer ça, on va dire qu'en gros le plafond autorisé, parce que tu peux pas dépenser autant d'argent que tu veux, t'es contrôlé, tes comptes de campagne sont contrôlés par une commission nationale à l'issue de l'élection, et donc tu dois rentrer dans les clous. Donc on va dire qu'en gros, le plafond pour Istres, c'est 60 000 euros de dépenses maximum autorisées. Et donc, la moitié, c'est 30 000. C'est un peu moins de 30 000 parce que c'est un pourcentage plus précis. Et donc, l'État peut te rembourser jusqu'à 30 000 euros. Voilà, dans la limite des dépenses, ça fait ça. Et tout le reste, c'est pour ta pomme. Donc, soit tu as un peu d'argent et tu l'investis toi-même, Ouais. soit tu as recours à des dons. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que pour la première campagne en 2020, j'avais fait un prêt bancaire sur 27 000 euros qui était l'argent qui me serait remboursé si je dépassais 5% par l'État. Ouais. Et entre 27 et 45 000 euros, c'est que des dons. Que des dons de risque quand même sur le crédit, oui. du coup. Ah oui, c'est un défi. Alors après, même quand on est un petit candidat avec une petite équipe, on va peut-être pas dépenser 45 000 euros, on va peut-être dépenser moins. Mais dépenser moins, c'est moins que tu mets dans les tracts, c'est moins que tu mets dans les opérations de com. C'est de l'argent pour... Eh oui. En fait, sur ton budget de campagne, tu vas avoir au moins la moitié de ce que tu vas dépenser. C'est que de la communication. C'est que de la com. C'est ta plaquette, ton programme électoral. Ça, c'est un gros chiffre. T'en as pour 10 000 euros, je pense, rien que pour ça. Après, ça va être la distribution. Ça va être les meetings. Si tu payes un peu une boîte événementielle pour accompagner ton meeting, tes réunions publiques. Ça peut être un petit peu quelques frais de réception quand il faut un apéro pour recevoir les gens, etc. Voilà. Et le loyer de ta permanence. Tout le monde a une permanence, donc c'est un loyer, c'est entre 500 et 1000 euros selon le loyer que tu as, donc par mois à sortir.
D'accord, mais Donc, du coup, ça dure combien de temps que tu parles par mois? Ça, et oui, ça dure. Les comptes de campagne, ils ouvrent le 1er septembre, ils ouvrent toujours 6 mois D'accord. avant l'élection. Ok. Donc là, pour l'élection qui va arriver en 2026, Ouais. les comptes de campagne vont ouvrir à partir du 1er septembre. Mhm. Donc du 1er septembre jusqu'au dernier jour de l'élection, Ouais. tout ce que tu dois faire, dès lors que tu vas être candidat, tout ce que tu vas faire comme action doit être retracé dans tes comptes de campagne. C'est-à-dire que tu ne peux plus, d'ailleurs, dépenser de l'argent comme tu veux. Ok. Tu dois avoir des factures pour tout, Ouais. tu dois tout justifier, et donc c'est à ce moment-là que aussi tout rentre en compte. Hein, les dons, tu peux faire des dons défiscalisés à 66%, que tu peux faire un prêt bancaire, voilà, pour pouvoir accompagner ton budget. Mais à partir voilà du 1er septembre jusqu'à la fin, Mhm. tout ce que tu fais pour la campagne, ça doit être chiffré, facturé, retracé, et c'est contrôlé après par une commission nationale. Ok. Et d'ailleurs, faut pas déconner, parce que si tu te loupes, tu te retrouves inéligible et tu te retrouves condamné pénalement. Hein, tu peux faire la prison. Ok. D'accord. Et quelles sont les règles de base d'une campagne? On va dire que la base de la base, c'est toujours savoir pourquoi tu es candidat. Mhm. On est tous motivés par quelque chose, Ouais. soit par une colère, par un sentiment d'injustice, soit par une ambition qui peut être plus ou moins personnelle, soit par un attachement qu'on peut avoir au territoire dans lequel on se présente. Donc, la base, c'est toujours pourquoi je suis candidat. Et une fois que tu es candidat, il y a toujours 3 étapes un petit peu incontournables dans une campagne électorale. C'est la notoriété, la crédibilité, l'adhésion. Pourquoi? Parce qu'en fait, on votera jamais pour toi si on te connaît pas. Donc déjà, il faut se faire connaître. Une fois que tu t'es fait connaître, que tu as fait ce travail de notoriété, et même si ce travail il va avec, tu dois faire un travail de crédibilité. Ouais. Tu vois, c'est comme un peu une marque de lessive. Une marque de lessive, tu prends ta marque de lessive, tu vas pas l'acheter si tu la connais pas. Donc tu vas la voir passer à la télé. Une fois qu'elle passe à la télé, tu l'as vue, mais tu as besoin d'y croire. Donc cette lessive, elle lave plus blanc que le blanc parce que les agents occidentaux qu'il y a dessus, j'en sais rien, tu vois ce qu'on te sort, te convainc de dire oui, elle est crédible cette lessive, elle lave plus blanc que le blanc. Ouais. Et une fois que tu la trouves crédible et que tu la connais, bah tu l'achètes. Ok. Et ben c'est la même chose un peu quelque part si tu veux, pour des candidats aux élections. Une fois que tu le connais, Ouais. une fois que tu le penses crédible dans sa personnalité, le candidat ou la candidate, ou alors dans son programme ou les deux, ben après à ce moment-là tu votes pour lui. Donc c'est un petit peu la règle, c'est déjà il faut passer par ces étapes-là Ok. si tu veux pouvoir être élu. Mais du coup, tu prépares comment à ça? Ah ben ça Comment c'est tu du sais travail. si tu arrives à être crédible? Eh oui, mais ça c'est un travail, j'allais dire du constant du quotidien. Ouais. Tu sais jamais vraiment Eh oui. comment tu es perçu, et tu n'as le résultat qu'en fait au moment des élections. Ou alors si tu fais des sondages avant, mais les Ouais. sondages ça coûte une fortune. Si demain on devait faire un sondage à I, ça coûterait entre 7 000 et 8 000 euros à mon avis. Donc tu as toujours ce doute, cette part de risque, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, Donc ouais. tu sais jamais vraiment. Donc voilà, tu as les échos un peu que tu vas avoir de la population, ton entourage, mais c'est pareil, les échos il faut toujours s'en méfier parce que C'est ça. eh ouais, tu entends toujours un peu d'hypocrisie aussi des fois, oui, ouais. ou de la crainte de dire la vérité, ou ok, ouais. Eh oui. Donc c'est ce qu'on appelle la chambre de l'écho d'ailleurs, c'est que ça résonne, donc tu entends du bien, ça résonne, donc tu le prends pour vérité, mais c'est peut-être basé sur des choses vraies, mais peut-être que ce qu'ils te disent pour être sympathique, les gens avec toi, ils vont peut-être le dire au même candidat. Donc Et c'est c'est toujours ça. très dur d'avoir une analyse, et donc il y a toujours une part d'inconnu, quoi, et tu ne le sais que le jour J. C'est ça. Et alors, quel est le fonctionnement d'une équipe de campagne et les rôles? Alors une équipe de campagne, là encore, c'est vraiment à la main du candidat, mais tu as au moins 2 postes qui reviennent en permanence. Tu vas avoir un directeur de campagne, une directrice de campagne. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le bras droit du candidat qui a la confiance du candidat ou de la candidate, Ok. qui va le conseiller, l'épauler dans la stratégie et l'épauler dans l'organisation de la campagne au quotidien, les actions de terrain, etc., animer le réseau des militants, des choses comme ça. Et tu as un deuxième poste un petit peu clé qui est le mandataire financier. Alors soit c'est une personne, comme on dit, physique, hein, c'est-à-dire toi, Cécile, demain, je te nomme mandataire financière de la campagne. Et donc, c'est toi qui va devoir retracer, qui va devoir percevoir les recettes de la campagne. Donc, tous les dons vont être faits à toi. Tu vas ouvrir un compte bancaire pour la campagne. Je pars avec? Non. Non. On te retrouve, Cécile. Il en est hors de question. Et tu peux aller en prison en plus. C'est toi qui retraces les recettes et c'est toi qui exécutes les dépenses. Voilà, ça veut dire que tu gères tout ça. Ou alors tu le fais sur un format associatif, c'est ce qu'on appelle une association de financement de campagne électorale. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est déjà les 2 postes clés. Et puis après, la campagne électorale, elle se compose de cercles de confiance que tu vas établir toi-même avec peut-être des rôles, un responsable, je sais pas, du porte-à-porte, un responsable de la permanence, un responsable, je veux dire, des opérations de boitage et de collage des affiches. Donc voilà, ça. Et du coup, ces gens-là, c'est des gens qui après seront dans les 43 que tu parlais du début? Possible ou pas? Oui. Enfin, c'est très souvent le cas quand même. D'accord. Mais c'est pas forcé. Parce que ça dépend encore une fois. La différence entre une équipe de campagne et une liste, c'est quoi? C'est que
la liste, elle a vocation à intégrer le conseil municipal et donc à gérer demain la commune. Ouais. Et donc, ça doit être une alchimie un peu particulière où tu dois avoir là-dedans des adjoints au maire qui vont donc être spécialisés demain sur une thématique. Et donc, ça veut dire qu'ils doivent apporter une compétence particulière sur cette thématique. Donc, tu vois, tu vas nommer sur cette liste des personnalités voilà, qui ont un parcours, qui ont, je sais pas, une profession ou un engagement dans la vie associative qui va être cohérent avec les responsabilités que tu envisages peut-être de leur donner demain. Okay. Ça doit être un équilibre entre tous les quartiers, ta liste, entre tous les âges. Il faut des jeunes, il faut des moins jeunes, toutes les professions. Il faut des cadres chefs d'entreprise, comme il faut des personnes qui sont ou sans emploi ou qui sont des femmes au foyer. Enfin, tu vois, il faut que ça ressemble vraiment à la population, de manière à ce que tout le monde puisse s'identifier en fait à sa liste et à se dire, en fait, ce candidat et cette équipe, elle me parle parce que j'y retrouve 2-3 visages qui me ressemblent et donc je me dis, j'ai ma place aussi dans cette équipe et je peux la soutenir. Okay. Et donc ça, c'est une alchimie particulière et l'équipe de campagne, c'est autre chose. Voilà, c'est de l'opérationnel pur. Tout le monde va être impliqué. Ceux qui sont sur la liste ont vocation à être actifs dans la campagne. Après, les responsabilités, tu peux très bien avoir demain un directeur de campagne qui est pas sur la liste parce qu'il en a pas envie ou parce que il est pas fait pour, etc. Voilà, ça encore, c'est vraiment une alchimie humaine qui se fait avec les personnes. D'accord. Et tu parlais de collage, boitage, porte-à-porte. Donc ça correspond aux actions de campagne. Il y en a d'autres? Oui, tu peux faire des réunions d'appartements, c'est les fameuses réunions tupperware qu'on connaît, où tu vas chez les gens, tu vas chez l'habitant et tu partages un apéro dînatoire et là, ça te permet d'avoir, tu vois, 1h30 de conversation ou 2 heures avec un petit groupe de personnes, le voisin, l'autre qui a ramené ses voisins, ses amis, etc. pour avoir une discussion un peu plus longue. Après, tu as évidemment des visites de quartier, tu peux avoir des événements de terrain sur une thématique particulière que tu veux mettre en avant. Donc boitage, collage, du tractage sur le marché, du porte-à-porte, ça marche aussi très fort. Donc après c'est vraiment c'est des démarches particulières, mais c'est ce qui permet d'aller à la rencontre de l'habitant par tous les moyens, y compris la participation d'ailleurs à la vie de la cité, c'est-à-dire les activités de la ville, etc. Ok. On va passer à la partie élection municipale, savoir qui gagne et comment est élu le maire en fait. Il n'est pas élu directement par les gens. Et ça aussi, c'est quelque chose que tu vois, pas beaucoup de gens savent. Oui, j'ai été dire bon. Et non, en fait, encore une fois, tu élis une liste. Ah oui, tu vois, quand tu te présentes à cette liste. La liste. Et la liste, une fois qu'elle est élue, comment elles se répartissent les sièges. Donc on a dit, par exemple, à Istres, tu as 43 sièges au conseil municipal. Donc tu présentes une liste de 43 noms. Mais il y a une dose de proportionnelle pour qu'il y ait tous les partis qui soient représentés, qu'il y ait une opposition. Donc tu prends cette moitié-là, enfin cette 43-là, tu la coupes en deux, tu prends la moitié. Le gagnant de l'élection remporte d'office la moitié des sièges. Donc en gros, 22 sièges. Ok. Sur l'autre moitié qui reste, les 21, elle est répartie entre tous les candidats qui sont au second tour, y compris celui qui a gagné. Donc ça veut dire que si tu as gagné l'élection, non seulement tu as la moitié, mais tu as aussi une grande majorité de l'autre moitié. Ce qui t'assure en fait une majorité assez large. C'était créé, si tu veux, pour éviter qu'il y ait des blocages politiques et institutionnels dans les petites communes où si ça se dispute et qu'il n'y a pas de majorité très claire. Du coup, comme ça, on est sûr que l'équipe qui gagne l'élection, elle peut aller au bout du mandat, tranquille. Ok. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer ce que veut dire scrutin de liste à 2 tours avec prime majoritaire? C'est ça. C'est ce que je viens de t'expliquer. C'est ce que t'as expliqué là. C'est-à-dire que c'est un scrutin à 2 tours, sauf si celui qui arrive premier au premier tour dépasse les 50%. S'il dépasse les 50%, pas de majorité absolue acquise. Et donc, le schéma que je t'ai expliqué là de répartition des sièges s'applique tout de suite. Et il n'y a pas de second tour. Sinon, il y a un second tour et c'est à la fin de ce second tour qu'on recalcule les sièges en fonction des candidats qui sont présents au deuxième tour. Parce que pas tout le monde peut l'être. Pour être présent au second tour, il faut faire plus de 12,5% des inscrits selon certaines élections. Donc et pour les élections municipales, il faut faire plus de 10%, si je me trompe pas. Donc si tu es en dessous des 10%, tu ne peux pas être au second tour. En revanche, tu peux fusionner avec une liste qui peut y être. Sauf si tu es en dessous de 5%. Si tu es en dessous de 5%, tu es éliminé d'office, c'est terminé. Et tu n'as même pas remboursé tes frais de campagne. Ah ouais. Oui. Oui, mais ça, tu vois, quand on reparle des finances, c'est important aussi, c'est que ça permet d'empêcher qu'il y ait 14 000 listes, si tu veux.
Et oui, qui viennent se dire bah de toute façon je vais avoir un remboursement donc j'y vais, je me lance. c'est ça. Ça te permet d'avoir un effet un peu dissuasif de se dire les gens qui se C'est une présentent, première sélection en fait. voilà, ça permet de se dire les gens qui se présentent, ils doivent être un minimum sérieux dans leur démarche et un minimum sûr d'eux pour voilà se dire que bah voilà il y a quand même une part de risque. Si on y va qu'on fait en dessous de 5%, c'est qu'on est vraiment pas très connu et à ce moment-là bah voilà il y a les conséquences, c'est que tu n'es pas remboursé. C'est tendu quand même. Et oui. Alors, le conseil municipal. Oui. Le rôle du conseil municipal, s'il te plaît, Robin. Alors, le conseil municipal, lui, il doit se réunir à un minimum une fois par trimestre. Parfois, il peut se réunir beaucoup plus souvent. À Istres, depuis qu'il y a une opposition, il fait un minimum syndical, parce qu'à chaque fois, ça file une tribune, si tu veux, à l'opposition. Mais tu dis une fois par trimestre. Oui. Plus si on veut. Donc, du coup, c'est qui convoque ça? C'est le maire. C'est le maire. Le maire, c'est sa décision, exactement, comme il veut. C'est le chef de l'ordre du C'est jour, un donc peu c'est comme lui qui maîtrise. Dans les assos, oui, si tu veux, c'est des grands conseils d'administration. Voilà, des conseils d'administration. Ouais, c'est pas des AG, mais voilà, c'est comme un grand conseil d'administration, si tu veux, où tous les 43 conseillers municipaux sont convoqués pour voter des délibérations. Ça va être, par exemple, le vote du budget. Une fois par an, il faut voter le budget de la commune, le présenter, en débattre, et il y a un vote dessus pour qu'il soit adopté et qu'il rentre en action. Sans ça, c'est pas possible. Tu votes plein de délibérations, hein. Ça peut être le recours à un emprunt, ça peut être la fixation des tarifs pour la cantine ou pour les activités périscolaires. Ça peut être des décisions d'urbanisme, la vente d'un terrain ou un ajustement de parcelles. Donc c'est très très varié. Ça relève de l'administratif aussi sur la vie du personnel et de l'administration municipale, l'organisation des services, le recrutement, l'ouverture de nouveaux postes, si tu veux, en termes de recrutement. Et donc ça, c'est le conseil municipal qui le vote. Okay. Donc au minimum une fois par trimestre. Donc le maire ne peut pas décider de quelque chose sans le conseil municipal. Oui et non. Il y a des choses, comme tu dis, où il ne peut pas le faire tout seul. Et je te prends l'exemple, encore une fois, par exemple, du budget. Ça, c'est des choses qu'il ne peut pas décider seul. En revanche, pour faciliter la vie d'administration, le conseil municipal, souvent en début de mandature, délègue une partie de ses pouvoirs au maire. Pour pouvoir permettre de passer des actes un peu plus rapides, qui sont pas très importants dans la vie, on va dire, administrative, institutionnelle. Par contre, il doit en rendre compte au conseil municipal. C'est-à-dire qu'au début de chaque conseil municipal, il y a une liste de décisions qui a été prise par le maire, ce qu'on appelle des décisions valant délibération, c'est-à-dire qu'elles ont le poids d'une décision du conseil municipal, mais prise par le maire. Et donc, il doit rendre compte, et le conseil municipal peut poser des questions là-dessus, demander des explications. Ça peut être la conclusion d'un loyer, si tu veux, par un logement de fonction. Ça peut être le recours à un cabinet d'avocats pour défendre tel ou tel fonctionnaire. Voilà, c'est tout ça que le maire doit rendre compte, mais il a la capacité quand même à pouvoir passer des décisions seul. Et le maire, d'ailleurs, en tant que à la fois chef de l'administration et président, si tu veux, du conseil municipal, d'une certaine manière, peut édicter. Il a un pouvoir réglementaire, c'est-à-dire qu'il peut faire des arrêtés, des arrêtés municipaux. Ces fameux arrêtés. Demain, il faut fermer une route parce qu'il y a une manifestation publique ou parce que toi, d'un coup, tu déménages, tu es en centre-ville, tu as besoin que la route soit fermée. Tu vas demander à la mairie, le maire va rédiger un arrêté. Voilà, qui a force de loi, si tu veux, pour dire aux gens, cette route, elle est fermée de telle heure à telle heure. Il peut rendre un arrêté pour un couvre-feu. Ça s'est vu dans des communes, où il y a des problèmes, parfois de sécurité, des choses comme ça. Il instaure un couvre-feu, le maire, à partir de 18h jusqu'à 7h du matin, où personne n'a droit d'être dehors. Voilà, c'est aussi dans le cadre de ses pouvoirs de police. Parce que le maire a deux, si tu veux, fonctions particulières. C'est qu'il est à la fois officier de police judiciaire. Et donc, du coup, il est chef de la police municipale là-dessus. Et donc, il a un pouvoir de police qui est contrôlé par le juge et par le procureur de la République. Et il est officier d'état civil. C'est-à-dire que là, pour le coup, il est agent de l'État, donc service de l'État, donc sous l'autorité aussi du préfet, du sous-préfet, pour tout ce qui est l'état civil, l'enregistrement des naissances, l'enregistrement des décès, l'organisation des élections sur sa commune. C'est le maire qui l'organise avec les services de la commune, mais il doit en répondre et en rendre compte au service de l'État et au ministère de l'Intérieur. Donc c'est ces deux grandes casquettes. Et quand il y a une élection municipale comme ça et qu'il y a un changement de liste de maire, de majorité, voilà, comment ça prend le conseil municipal, tout ça, ça se fait tout de suite. Enfin, comment tout s'organise là?
Eh ben tu as une petite transition, mais qui est toute petite d'à peu près une semaine. En fait, ce qui se passe, c'est que le soir de l'élection, on déclare voilà vainqueur telle liste, donc qui arrive majoritaire. Donc dans la foulée, tu signes un procès-verbal d'élection, donc qui atteste que voilà le résultat est celui-là à la fin des élections. Donc le soir même, souvent il est tard, il est 22h, 23h. Tu signes ça en mairie, c'est l'euphorie. Le gagnant fait la fête, le perdant tire la tête. Et en fait, généralement, c'est quelque chose qui est assez intelligent, où si tu veux le maire sortant travaille avec la liste qui a gagné, la tête de liste qui a gagné, pour préparer le conseil municipal d'investiture qui doit se réunir je crois dans les 5 jours ou dans les 5 ou 6 jours suivant le soir du scrutin. C'est-à-dire que généralement la semaine qui suit, on prépare le conseil municipal d'investiture qui aura lieu soit le vendredi, soit le samedi. Et donc c'est le maire qui n'est plus vraiment maire, si tu veux, parce que maintenant on entre en fonction le soir même. Hein. On est tous conseillers municipaux le soir même. Le maire, en revanche, a un seul pouvoir, c'est qu'il doit convoquer le nouveau conseil municipal. Donc il écrit un courrier à tous ces nouveaux élus pour leur dire: je vous convoque pour le conseil municipal d'investiture qui aura lieu à telle date, à tel endroit, à telle heure. Et donc quand ce conseil se réunit, il est cette fois-ci présidé par le doyen en âge du conseil municipal, quelle que soit sa couleur politique. Donc ça peut être quelqu'un de l'opposition qui devient si tu veux, doyen qui exerce la présidence du conseil municipal d'investiture par son âge. Et donc, première chose que le conseil municipal fait, c'est il vote le maire. Et c'est à ce moment-là qu'on élit le maire. Et donc, on demande, au cours de ce premier conseil municipal, qui est candidat pour devenir maire. Et donc, voilà, schéma classique, hein, celui qui a été la tête de liste, qui a gagné, se présente. Et tout le conseil municipal vote à bulletin secret pour élire le maire. Et donc, attends, il se peut qu'il y ait plusieurs personnes qui disent moi je veux être maire. Ah mais oui. Mais non. Mais si. Mais c'est incroyable. C'est arrivé dans certaines communes ou villages. Oui. Tu en as même qui ont été élus qui n'étaient pas à la tête de liste, quoi. Et ça c'est un vrai problème démocratique. Et je pense qu'un jour il faudra d'ailleurs que le législateur, donc le Parlement, nos députés, nos sénateurs, changent ça, parce que moi je trouve que c'est pas normal que le peuple n'élise pas directement le maire. C'est-à-dire que en plus, c'est le sentiment qu'ils ont. Tu vois, quand tu fais une élection municipale, il y a toujours, tu votes en réalité pour une personne. Tu sais qu'il y a une liste derrière, mais tu la connais pas vraiment. Tu votes pour cette tête de liste. Et donc, quand tu votes pour cette personne et que derrière, t'as pas la garantie, en fait, que ce soit vraiment elle qui est élue maire, ça pose un problème démocratique, moi, je pense. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait, à terme, moi, je pense que ça devrait changer. Mais oui, tu peux très bien te retrouver avec quelqu'un qui n'est pas élu et qui ne correspond pas au vote des gens. Mais bon, c'est quand même très très rare. Généralement, la tête de liste, comme elle a la majorité, que sa majorité, voilà, ils ont tous envie de participer à l'aventure collective. Donc, on élit le maire. Une fois que le maire est élu, le maire propose une série d'adjoints. Et donc là, tu élis au sein de ce même conseil municipal d'investiture les adjoints. Voilà. Et c'est à ça que sert le tout premier conseil municipal. Et puis après, c'est parti. Il prend les clés de la mairie, si tu veux, dès le jour même, quoi, à la fin du conseil municipal. Et les adjoints, ils ont des délégations. Ouais. Et ça, c'est le maire qui les décide. D'accord. Ça, c'est lui qui voit comment il veut répartir les compétences. Donc, tu as des choses qui sont très régulières qui viennent. Hein. Tu vas toujours avoir un adjoint à la sécurité, à l'urbanisme, à l'éducation, à la santé, au social, tu vois, à l'environnement. Et donc ça, c'est lui qui décide ensuite quelle délégation. Donc, il rédige après un arrêté avec des délégations de pouvoir, peut-être éventuellement des délégations de signature pour signer des actes à sa place, ça peut exister aussi. Et donc c'est lui qui leur affecte la mission. Mais par contre, l'élection des adjoints, une fois qu'elle est acquise, elle est acquise. C'est-à-dire que tu peux pas sortir un adjoint de sa fonction. Tu peux lui retirer sa délégation. C'est-à-dire que si demain tu étais adjointe au social, par exemple, que tu t'es disputé avec le maire, il peut dire je t'enlève la délégation, tu restes adjoint, tu n'as plus la délégation au social, mais tu restes adjoint. Et si on doit te désavouer de ton poste, il faut le voter en conseil municipal. C'est arrivé au cours de ce mandat à Istres. Il y a un adjoint qui était adjoint aux finances qui s'est disputé avec le maire, et donc le maire en a eu marre, et donc ils lui ont retiré sa délégation, ils l'ont déchu de son statut d'adjoint. Ça arrive. Et alors, la distinction entre majorité et opposition. La majorité, c'est celle qui a gagné l'élection, hein, donc c'est celle qui va mettre en œuvre son programme, donc celle qui a les manettes, hein, on va dire, du pouvoir, avec l'administration municipale, donc tous les fonctionnaires qui sont là pour mettre en œuvre, les fonctionnaires, la politique
public que décide la nouvelle majorité ou la majorité qui est en cours. Et l'opposition, elle est généraliste, comme on dit, comme les médecins. Ouais. Elle se coupe du tout, mais elle n'a pas vraiment de pouvoir. Elle peut pas aller passer des ordres, si tu veux, à l'administration, aux fonctionnaires. Elle peut pas dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Elle joue un rôle surtout de contre-pouvoir. Oui, voilà. C'est ça ce que j'allais dire. Lors des conseils municipaux. Ok. Et donc c'est une vraie force ou ce sont des simples figurants? Elle est deux, mon colonel. Non, mais tu as raison, hein, parce que c'est à la fois des figurants dans le sens où, et là je parle en connaissance de cause, hein, étant chef de l'opposition, tu sais que tu n'as pas d'impact, tu ne vas pas empêcher un vote. Demain, quand il y a un conseil municipal, même si je vote contre quelque chose, que j'essaie de convaincre que c'est une mauvaise idée, qu'il faut pas le faire, la majorité étant très large et acquise par rapport au scrutin que je t'expliquais, le mode de scrutin, fait que tu n'auras pas d'impact. Tu pourras jamais bloquer, empêcher une décision. Par contre, là où tu as une vraie force, c'est que tu as une voix. Et tu entends. Et quand les conseils municipaux, sont publics, il y a la presse, tu as un mandat d'élu qui te confère aussi, j'allais dire, une légitimité à parler au monde associatif, à des différentes autorités, à écrire des courriers aussi à différentes autorités pour alerter, signaler et jouer ce rôle un petit peu de contre-pouvoir pour venir pointer du doigt des choses que la majorité voudra taire et dire mais attendez, ça c'est pas normal, ça c'est pas réglementaire, ça c'est pas une bonne idée et je vais le soulever, je vais en parler par la presse, je vais en parler en faisant du terrain et c'est ce pouvoir, si tu veux, de nuisance, mais qui est un pouvoir de nuisance sain. C'est juste de la démocratie et c'est d'incarner ce contre-pouvoir, mais ce pouvoir-là, encore une fois, de contestation et de critique, de scène critique du conseiller municipal d'opposition, il sert à ça. Il sert à mettre la lumière sur des sujets qui doivent toucher les gens, qui touchent les gens, et que ne mettra pas évidemment en valeur la majorité. Donc voilà, c'est l'équilibre. La majorité, elle est là pour valoriser ces bonnes choses. Vu qu'il y a la majorité, au final, la balance restera toujours du côté de la majorité. Effectivement. Ah oui. Parce que maintenant, avec tous les groupes, tous les réseaux sociaux qui existent, il y a vraiment moyen de voir des choses qui agacent les gens. Ouais. Donc ça fait un écho, et après voilà, soit on se saisit du sujet, soit on laisse tomber, mais oui, tu peux vraiment, tu le ressens. Et là, encore une fois, l'hôtel de ville, tel qu'on l'a évoqué là, cette problématique-là, on a senti tout de suite qu'il y avait une effervescence. Tu sais, en quelques heures, voilà, plus de 350 signatures en 2-3 jours. Donc oui, ça a contesté. Donc et puis tout le monde en parle après. Ouais, bien sûr. Et alors, il y a un conseil municipal. Et tu m'as dit c'était ouvert au public. Oui. Mais du coup, pas tout le monde va venir. Non. Donc, est-ce qu'il y a une transparence de tout ce qui se passe dans un conseil municipal, ou est-ce que il y a des choses qu'on ne voit pas de ce conseil municipal? Alors, le conseil municipal en lui-même, il est transparent dans la limite du possible à Istres. Hein, c'est toujours très compliqué parce qu'il est retransmis en vidéo en direct, mais avec une seule caméra prise de loin. Avant, on filmait même ceux qui parlaient, etc. Donc ça, c'est terminé. Mais après, il y a pas de replay. Donc ça aussi, ça c'est des choix démocratiques. Non, il faut pas de replay. Okay. Donc moi je pense que quand on est une démocratie et qu'on n'a rien à cacher, on peut permettre des replays. Donc après voilà, si on vient pas au conseil municipal, il y a que la presse le lendemain qui va le relater, ce qui s'y est dit, de manière un peu plus objective que ce que va faire la majorité qui est sur le site de la ville. On va pas te dire évidemment que l'opposition a dit des bonnes choses. Donc c'est que comme ça que tu peux le savoir. Et après il y a effectivement, ça c'est autre chose, tout un travail en coulisses sur d'autres sujets, parce que quand tu es élu au conseil municipal, tu n'es pas que membre du conseil municipal, tu intègres aussi d'autres organismes. Tu vas te retrouver membre, par exemple, comme moi, de la commission d'appel d'offres, qui passe les marchés publics. Tu peux siéger au conseil communal d'action sociale, le CCAS. Tu vas siéger à l'office de tourisme. Donc tous ces organismes qui sont rattachés à la commune, après, il y a toujours une représentation des élus. Okay. Donc les élus doivent être représentés. Parfois c'est que la majorité. Les conseils d'école, je te donne l'exemple des conseils d'école. Il y a toujours des membres du conseil municipal qui y siègent pour représenter la ville. D'accord, ok. Et alors les décisions sont parfois prises en coulisses avant le vote officiel. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, bah disons que quand ça veut dire qu'il y a un peu des mensonges, non? Non, c'est pas vraiment des mensonges, mais disons que c'est vrai que c'est un peu plié d'avance. Quand tu arrives en conseil municipal, si tu veux, le dossier, il est prêt.
Ouais. Il a été travaillé par les services techniques, par les élus qui ont commandé ce travail aux services techniques. Donc, si tu veux, il est ficelé. Il y a des commissions qui existent avant chaque conseil municipal. Tu as des commissions pour étudier tous les rapports qui vont être à l'ordre du jour du conseil municipal. Ça, c'est les commissions comme on pourrait le voir, si tu veux, à l'Assemblée nationale, etc., où ça débat, on amende le projet, etc. Bon, en réalité, c'est des commissions bidons, ça sert à rien. Ça sert à rien. Même moi, j'y siège plus. J'ai arrêté de perdre mon temps avec ces commissions parce que la seule chose à quoi ça sert, c'est pour la majorité savoir ce que tu vas voter. Voilà. Okay. Et ils vous disent, on te passe l'ordre du jour du conseil municipal. Alors sur ça, c'est quoi votre avis? Donc tu discutes un peu, et puis comme ils s'en fichent de toute façon de ton avis, et puis parce qu'ils vont rien changer. Parce que ça sera voté quand même. Non, mais voilà, ça sera voté quand même et que voilà, ils s'en fichent. Donc ça sert à rien. Donc et au contraire, c'est presque sur le plan politique, la stratégie politique, c'est presque pas malin parce qu'en fait, du coup, tu dévoiles des arguments et des armes sur lesquelles eux vont avoir encore quelques jours pour se préparer, pour se dire quand ça va être public et qu'on sera pas en commission entre nous et qu'il y aura les caméras, qu'il y aura la presse et qu'il y aura le public, on aura déjà des réponses à apporter, des contre-arguments à apporter. Et ça, quelque part, si tu veux, ça sape un peu le travail de l'opposition qui est un peu biaisé. Parce que ce travail d'opposition, du coup, qui s'est fait en commission, ben, les gens le voient pas. Et moi, j'ai pris le parti de me dire, je n'y vais pas en commission. Mes arguments, je vais les donner en conseil municipal parce que c'est le seul endroit où ce travail-là peut se voir. Voilà. Donc après, si ça les ennuie qu'ils aient pas pu préparer avant des contre-attaques à ce que je vais dire, ben c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Alors pourquoi il est intéressant de s'y intéresser à ces conseils municipaux? Parce que c'est ton quotidien. Voilà. Encore une fois, un conseil municipal, c'est vrai que c'est pas pratique parce que on les fait à 9h du matin, en semaine. Bon, il pourrait changer. À une époque, quand ça le dérangeait pas, le maire d'Istres, il nous faisait des conseils municipaux une fois par mois à 18h en semaine. Ce qui est pratique. Ça permet à tout le monde. Déjà, ça permet aux conseillers municipaux de venir après le travail, parce que on a tous un métier. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'était les salaires, les indemnités des élus. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça permet aux élus de venir, et ça permet au public il y a des heures de venir. De délégation, c'est ça qui permet. Pour pouvoir venir, oui, selon si tu es fonctionnaire, etc. C'est ça. Tu peux avoir des autorisations d'absence ou quoi, mais souvent, tu poses aussi du congé sans solde. Ok. Ah oui. Ah ouais. Et donc parenthèse, puisqu'on parle de ça là, mais le maire, il a une, enfin c'est pas une rémunération, c'est une indemnité parce que c'est pas un métier, au sens propre, mais il a une indemnité qui lui permet, si tu veux, de faire que ça, et c'est bien légitime. Donc c'est un métier à plein temps d'être maire, c'est vrai. Donc qui doit être autour de 3 500 4 000 euros net par mois. Les adjoints en ont une aussi parce qu'ils ont une partie de délégation qui doivent être, ça aussi ça se détermine, c'est une enveloppe, on va pas rentrer dans les détails, mais autour de 1 200 euros net par mois. Et tous les autres, par contre, c'est 0 euros par mois. Donc moi, tu vois, en tant que conseiller municipal, je suis pas payé, c'est 100% bénévole. Donc quand je viens sur les conseils municipaux, c'est sur mon temps libre, sur du congé sans solde, etc. Et comment encourager justement les gens à s'investir sur aller être curieux sur ces conseils municipaux, s'investir pour sa ville, aller voter tout simplement. Ah bah oui, mais pour encore une fois, je ne sais pas comment les convaincre davantage que de se dire que d'aller voter ou d'aller s'intéresser à ça, c'est s'intéresser en fait à eux. C'est s'intéresser à eux-mêmes. C'est-à-dire que tu t'intéresses à ta vie quotidienne, encore une fois. Et c'est ça l'avantage, tu vois, de la politique à l'échelle locale et municipale. C'est très terre à terre, c'est très connecté, c'est très concret. La politique à l'Assemblée nationale, etc., ça peut paraître lointain, avec des mesures ou des réformes qui mettent du temps à venir, à en voir les effets. Là, dans les décisions qui se prennent à l'échelle d'un conseil municipal, tu revois les effets tout de suite. C'est ton quotidien. Si demain on doit refaire une route, tu vas la voir refaite la route. Si demain on ramasse pas les poubelles, tu vas vite le voir aussi. Donc s'intéresser à la vie politique, c'est s'intéresser à soi-même et à son quotidien de manière très concrète, très connectée. Et vraiment, j'incite tout le monde à venir parce que les élus, même s'ils sont élus et légitimes pour ça, ont besoin aussi de cette mobilisation de l'opinion. Parfois même quand c'est pour servir de poil à gratter et pour embêter les élus, mais ça leur permet aussi de jamais perdre de vue que l'intérêt général, c'est quand même les électeurs et que c'est pas soi-même. Et qu'une fois qu'on est élu, on fait pas ce qu'on veut. Voilà, on fait ce pour quoi on a été élu. On a les manettes pour pouvoir agir, mais on doit pas réagir en se disant la ville est à moi et je fais ce que je veux.
On arrive à la fin de Oui. ce deuxième épisode. Pour résumer sur les grands points importants de tout ce qu'on a dit. Eh ben, campagne électorale, donc un gros enjeu qui est pas en réalité ouvert à tout le monde, et c'est bien ça le problème, parce que ça coûte de l'argent, c'est compliqué, mais c'est là que tout se joue quand même, et donc c'est une fois tous les 6 ans. Donc là, si au moins les gens doivent s'intéresser, c'est au moins une fois tous les 6 ans, c'est à ça, c'est au moins à l'élection municipale. L'élection du maire et du conseil municipal, voilà, qui sont deux choses bien distinctes à retenir, avec un conseil municipal qui agit au quotidien avec l'administration publique pour mettre en œuvre son programme, mais qui doit toujours rester connecté au réel. Et pour rester connecté au réel, il faut qu'il y ait des électeurs, des citoyens qui connectent, qui titillent de temps en temps, qui font l'aiguillon pour se rappeler et rappeler aux élus que coucou, on est là. Et donc, vous décidez pour nous. Ok. Merci Robin. Ben, merci à toi. Tu vas nous rappeler les réseaux du podcast. Oui, alors on est sur Spotify, bientôt sur Deezer. Ah, on va ouvrir la chaîne sur Deezer et sur YouTube aussi en format vidéo. Ok, très bien. Et puis après, on le partage aussi sur tous les réseaux sociaux qu'on a. Robin Débrief, tout simplement. Robin Débrief, la chaîne Robin Débrief. Ok. Voilà. Eh ben écoute, on se revoit pour le 3e épisode. Avec grand plaisir. Allez, merci. Et ça y est, j'ai compris. Hein. C'est bon, tu vois. Bon. Non, mais attends, c'est pas si compliqué. Après, si on rentre dans le détail, oui, il y a plein de choses, mais dans les grandes lignes, voilà. T'es un bon prof, merci Robin. Ah, merci, c'est gentil.